C'est notre cahier de vacances pour le Mac d'Ester en ce mois d'août, un florilège de reportages proposés pendant la saison écoulée. Nous irons faire un tour chez Saniléa avec l'ambulance connectée. Nous partirons à la chasse au radon avec iCoop et nous terminerons avec de belles images en couleur chez Cooks Productions. Le Mac d'Ester, c'est parti. L'idée de l'ambulance connectée est née dans une start-up d'Ester, Saniléa, spécialisée dans le développement et l'intégration de systèmes d'information pour les secteurs de la santé et de la silver economy. C'est l'aboutissement d'un travail avec notre partenaire GIFA Collé et c'est un vrai aboutissement pour toutes les équipes de Saniléa. Ça fonctionne par une autonomie complète en termes de connectivité avec un cœur intelligent qui regroupe toutes les connectivités connues aujourd'hui, Bluetooth, Wi-Fi, pour une autonomie et une télétransmission des informations en temps réel. Dans l'ambulance, on a un écran tactile. Depuis cet écran tactile, on va pouvoir effectuer toutes nos tâches professionnelles, j'entends, d'ambulancier, la réception, la gestion de mission, la prise en charge des véhicules, le suivi des désinfections, les remontées de certaines données patients, la connectivité avec les électrocardiogrammes ou autres. Donc tout le métier de l'ambulancier se retrouve sur cet écran sous forme d'applicatif dédié. En interconnectant les professionnels de santé, l'entreprise développe des solutions qui améliorent productivité et fiabilité dans le traitement des données au profit du temps passé par les professionnels avec leurs patients. Le secteur recherche et développement reste le secteur le plus important de l'entreprise. C'est un gain de productivité, au même titre que dans un bureau, on va s'informatiser et remplacer du papier par un tableur Excel, si je peux me permettre l'analogie. Donc effectivement, c'est de la productivité, c'est de la visibilité, c'est de la notion de temps réel aussi, puisqu'on a je dirais, des informations au fil de l'eau qui remontent des différents véhicules qui sont sur le terrain. Vous êtes dans le bureau de recherche et développement de Saniléa, où toute une équipe de personnes qualifiées, d'ingénieurs, techniciens travaillent sur des produits qui sont développés pour le compte de la société, à destination des établissements hospitaliers, des ambulanciers, mais aussi notre partenaire GIFA Collé Groupe Gruot, puisqu'il y a une partie de l'équipe qui travaille sur les projets de l'ambulance connectée. Et en fait, la société a construit aussi son image, son évolution sur ce concept-là. On n'oublie pas bien sûr les outils métiers que nous embarquons bien sûr dans l'ambulance, mais nous avons construit un système ouvert pour permettre aussi aux compétiteurs d'installer leurs solutions également dans les véhicules. C'est également la réception de missions, la gestion de missions, la réception des missions en provenance des établissements avec le type de transport, l'établissement demandeur, le départ. Et tout un panel d'applicatifs qui peuvent se rajouter, comme de l'envoi d'une checklist de véhicules, comme la gestion de stock également, qu'on va retrouver ici, avec une dématérialisation complète, comme vous pouvez le voir sur l'écran, de la cabine de l'ambulance, qui permet de suivre son stock et de gérer son stock depuis l'ambulance avec de l'ajout d'objets, de médicaments et donc un panel d'applicatifs qui sont amenés à grandir. On va toujours aller vers du développement d'applicatifs supplémentaires. C'est un développement et une évolution constante en réalité. Le produit ne sera jamais fini si on peut le dire ainsi, parce qu'il y aura toujours de nouveaux besoins et cette gestion de la connectivité permet d'aller plus loin et de pouvoir s'interconnecter aussi avec des prestataires de matériel qui eux aussi font évoluer leurs outils et les rendent compatibles avec les normes utilisées dans l'ambulance. Actuellement, 22 personnes travaillent pour Saniléa, 18 embauches sont prévues en 2017 pour des postes de R&D et des postes de commerciaux.
Étudiant à Lyon pendant plusieurs années, Gaël Patton a repéré Limoges comme point de chute pour y lancer iCoop à l'incubateur de la Vrule, au cœur du bâtiment principal du parc technologique. J'ai cherché à la fin de mon doctorat à Lyon, j'ai cherché un écosystème à même d'accueillir le projet dans de bonnes conditions. Donc j'ai quelque part un peu mis en concurrence certaines villes. Et j'ai trouvé à Limoges des conditions intéressantes pour implanter le projet et un écosystème assez dynamique. Et j'ai trouvé un de mes associés sur place, donc ça fait que j'ai donc créé la société ici. Le premier détecteur lancé par la société vise 2 cibles intéressées pour connaître la présence ou pas de radioactivité dans l'environnement. Le produit, c'est celui-ci. Donc, sur le côté anxiogène, je pense qu'on peut faire pire déjà au niveau du design, n'est-ce pas ? Ça a été vraiment notre volonté de notre part sur le côté grand public de ce produit. Donc, vraiment ce boîtier en bois. Donc, c'est un boîtier en frêne, c'est du bois brut. On voulait quelque chose qui se démarque des capteurs habituels. Effectivement, même un capteur quasiment de température et anxiogène. C'est un produit qui est blanc. On a l'impression quasiment d'être à l'hôpital chez soi. Alors, on a voulu montrer qu'on pouvait faire des capteurs à la fois très haute performance et qui font de la science et qui mesurent effectivement des paramètres environnementaux complexes, tout en étant assez sympa au niveau du design. Donc là, on mesure effectivement une donnée en coups par seconde qui est très faible et qui est normale pour être dans un bâtiment sans aucun risque. Dans le cas où on approcherait une source radioactive ou si le bâtiment était contaminé, ou l'application changerait complètement de couleur. Pardon. D'accord. Ah oui, là, donc on passe du no-risk au warning. Voilà, on peut même aller jusqu'au danger. On va être à même de donner une autre info que le simple 0,12 microsieverts par heure qu'on trouve partout. Et ce 0,12 microsieverts par heure, ou 0,22, ce qu'on veut, est vraiment très complexe à comprendre. Et surtout, il ne donne pas toutes les informations. Nous, on est capable de déterminer l'origine de la radioactivité. On est capable de dire pourquoi. Et dire pourquoi un objet est radioactif, c'est clé, parce que ça permet justement de dire au grand public ou à l'utilisateur, qui n'est pas, du moins, au non-scientifique, de lui donner de l'information qui est compréhensible. À terme, l'entreprise proposera différents capteurs, chacun ayant un polluant à détecter. On va s'attaquer au développement d'autres capteurs de ce type-là, pas sur la radioactivité, ça va être les ondes électromagnétiques, ça va être les particules fines, ça va être de nombreux paramètres environnementaux. On considère que notre société, donc iCoop, est là pour développer des capteurs de nuisances environnementales au sens large. Le développement de ce type de technologie passe par l'international. La jeune entreprise a été faire un tour au CES de Las Vegas, l'endroit où il fallait être. Le premier point, c'est une expérience absolument fantastique d'un salon international et pas n'importe lequel. Je pense que c'est le plus gros salon international sur les nouvelles technologies et l'électronique grand public. Donc c'est vraiment cette expérience qui est fantastique, une confrontation directe au marché américain et au marché mondial quelque part. On a pu discuter longuement avec des acheteurs pour des gros revendeurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire quasiment que là-bas. Et surtout atteindre très rapidement les décideurs de ce genre de société ou d'autres sociétés industrielles à travers le monde, françaises ou internationales. Et avoir accès à ces décideurs, c'est vraiment quelque chose qui est impossible en dehors du CES quasiment. Dans les mois qui viennent, on envisage une levée de fonds, donc on va ouvrir notre capital et faire entrer des investisseurs. Donc on est à la recherche de ces investisseurs sur les mois qui viennent. Ça va être pour nous vraiment d'acquérir la masse financière nécessaire à l'industrialisation de ce premier produit et aussi avoir les moyens de développer donc d'autres capteurs sur lesquels on a commencé de travailler récemment. Vous êtes donné quel laps de temps pour réussir cet objectif, pour tenir cet objectif ? Notre objectif est de lever des fonds avant l'été, donc c'est assez contraint comme logistique temporelle, et d'être capable de produire ce produit en série à partir de l'été. Cooks Production est spécialisée dans l'image, mais attention, celle qui bouge, la vidéo. Le métier de Cooks, c'est de faire de belles vidéos. C'est un outil broadcast, comme on dit dans le jargon, donc de la vidéo HD de haute qualité, et pour des clients, alors tout type de clients, et puis quelques grands comptes que l'on a. Vinci, par exemple, pour un exemple, on fait le suivi des autoroutes depuis quelques années maintenant, des clips dessus, des communications grands comptes à l'international, par exemple Avia. On avait un dossier qui était Avia France, qui devait se présenter à Avia Monde. Et là, il était question en 3 minutes 40, de présenter la société France à la société Avia Monde. L'entreprise a développé son portefeuille client, du local à l'international, en direct ou via des agences de communication. On fait des films pour 3 catégories de clients.
On a d'abord des grands comptes, des grandes entreprises qui vont avoir des demandes particulières, qui vont avoir du budget et donc auxquels on va pouvoir mettre des gros moyens pour répondre à leurs demandes. On a aussi les boîtes de communication qui, elles, ont des grands comptes dans leur clientèle et vont répercuter sur nous la partie audiovisuelle en leur proposant tout le reste. Alors aujourd'hui, ces entreprises de communication, c'est des Imakina, des IT Communication, des agences sur Limoges. Et puis après, ça peut s'élargir un peu plus sur la nouvelle région et même sur Paris. Et puis on a aussi dans nos clients des clients ponctuels qui ont un besoin précis et qui ont vraiment un cahier des charges avec lesquels on peut travailler et on peut même les aider à préciser leur cahier des charges parce qu'ils ont besoin aussi qu'on les aiguille sur comment on communique, pourquoi on fait une vidéo et forcément on affine avec eux le pourquoi du comment. L'image commence par le mot, toute production se trouve couchée sur le papier, tout commence par l'écriture. Le client a une question. Comment communiquer son image à ce moment-là précis ? Et c'est à nous de répondre par un storyboard, par une histoire, au mieux de ce que l'on peut faire. On ne parle pas de technique parce qu'on n'est pas... Là, pour le coup, la différence entre les films institutionnels et la télévision, tout le monde sait comment c'est fait quand on travaille en télévision. Par contre, avec des clients, avec le corporate, l'institutionnel, là, à ce moment-là, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas du tout l'outil. Et l'idée, ce n'est pas de les embrouiller avec des complexités, des choses très, très compliquées, parce que la technique est compliquée. Mais par contre, c'est d'essayer de sortir un langage clair, la plus belle image qui soit, et une histoire fluide, claire, qui va bien présenter l'entreprise. La vidéo, ça coûte cher, ça coûte tous les prix en fait. C'est devenu une vraie fausse idée. La vidéo, ça coûte pas cher. Un film, ça peut coûter très cher, mais la question n'est pas là. C'est quel est le but, à qui on s'adresse et comment. Ce qui fait que les moyens, on va les mettre en conséquence. Forcément, on est capable de faire une interview, 3 illustrations, un titrage et aller s'en servir parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour communiquer sur un thème. Et des fois, on a besoin d'acteurs, d'écriture, d'un storyboard, de travelling, de drone, d'images aériennes, de 3D, etc. Et là, forcément, on fait gonfler la note, hein, mais ça va avec. C'est du temps de travail, c'est des équipes, des compétences qui travaillent ensemble. Avec un peu plus de 200 films produits en 2016, l'entreprise doit adapter son effectif en fonction des besoins de production. Cooks Productions aujourd'hui, on est 4 associés, dont nous 2 co-gérants et avec tout notre bagage en tant que réalisateur. Patrice qui nous accompagne et qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie gestion, comptabilité, suivi de dossiers, gestion de dossiers de réalisation. Et puis Vincent qui réalise aussi maintenant et qui fait aussi du projet de son côté. On est 5 permanents, on fonctionne avec des partenaires, des prestataires, puisque ici on est à Curiosity Studio, donc on est avec Pixine. Pixine, c'est toute l'identité de l'image, les effets spéciaux, pour tout l'habillage des films. Donc voilà, on commence à aller vers 10 compétences, notre réseau d'intermittents, donc on arrive facilement à une vingtaine de personnes qui peuvent travailler en même temps sur des projets. Avec près de 200 raisons sociales sur plus de 160 hectares aménagés, le parc technologique reçoit chaque jour 2500 personnes qui viennent y travailler, ainsi que 800 étudiants de l'enseignement supérieur. Avec des réserves foncières d'environ 40 hectares, le parc pourra recevoir de nouvelles activités du côté du Palais-sur-Vienne, toujours sur le territoire de la commune de Limoges. Lancée en 1993, la Technopole Esther est gérée par la communauté d'agglomération Limoges Métropole. Il est à noter que le parc comporte de nombreuses activités de recherche, de transfert de technologie ainsi que d'industrie dans des domaines très variés. L'électronique, la céramique, les biotechnologies, les matières plastiques, la communication, le tertiaire, l'environnement. Il y a même 2 écoles d'ingénieurs qui viennent de fusionner en une seule. 2 pôles de compétitivité trouvent leur ancrage, le pôle Alpha RLH, micro-ondes, laser et électronique de pointe, ainsi que le pôle céramique.
Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.